bonsoir, bienvenue sur la Libre Antenne, comme tous les soirs, 21h minuit sur metatv.org. C'est la saison 2. Ce soir, on est avec Jacob Cohen. Bonsoir Jacob. Bonsoir. Donc bonsoir évidemment à tous les métanautes connectés, puisque je sais que vous êtes nombreux, hein, Tom, Joe l'Insoumis, Pascal, Patriote, Inissar Attila, Erwan, Mister Joe, Totoni, Joe l'Insoumis, etc. Bonsoir à tout le monde. Donc une soirée sous, on va dire, l'auspice des Sayanim et d'un décryptage, je pense, qui s'annonce historique déjà. Alors... évidemment, Jacob, on vous présente plus auprès du public. Enfin, notre public, là, beaucoup vous connaissent. Alors, pour ceux qui vous connaissent pas, on va rappeler quand même, vous êtes un auteur de nombreux ouvrages. Vous avez eu des positions, on va dire, très sévères à l'égard d'Israël, du sionisme et de l'influence du sionisme sur la France. Et puis, évidemment, ça vous a valu d'être... traité d'auteur controversé, c'est ça? Entre autres. Entre autres. Si on exclut les agressions physiques et verbales. Physiques et verbales que vous aviez expliqué. Alors lors d'une première émission qui n'est pas en ligne, parce qu'on m'a dit, on ne retrouve pas l'émission de M. Cohen quand il était venu la première fois. Malheureusement, il y a eu un gros problème de son et cette émission n'a jamais pu être mise en ligne. Voilà, donc on s'en excuse, mais c'est bien pour ça qu'on est bien content de vous avoir ce soir dans de meilleures conditions en tout cas. Alors justement, les Sayanim, parce que ça c'est un terme qu'on va dire beaucoup de gens connaissent maintenant dans ce milieu de la résistance entre guillemets, mais qu'on a du mal encore à définir, qui n'est pas encore bien compris, bien connu du grand public. Alors c'est quoi les Sayanim? Alors Sayanim c'est un pluriel en plus. C'est un pluriel, voilà. C'est un Sayan des Sayanim. Un Sayan des Sayanim, mais c'est un mot hébreu. D'accord. Donc qui veut dire un informateur, celui qui aide. Celui qui aide. Aide, voilà. Donc celui qui collabore. Et donc en fait, ce sont des gens qui collaborent avec le Mossad. Au départ, c'était dans les années 50. Le Mossad s'est dit, il y a des juifs sionistes à travers le monde, il y a des juifs qui pourraient nous aider. Et ça, c'est une idée géniale au départ, c'est-à-dire, c'est une idée magnifique, parce que un pays, je pense que c'est la première fois dans l'histoire mondiale de l'humanité qu'un pays dispose de dizaines de milliers d'agents d'influence. Moi, je les appellerais des agents d'influence. Parce que ce sont pas... Oui, en fait, ils peuvent jouer aussi des agents de renseignement, mais surtout des agents d'influence installés dans tous les pays où il y a des juifs et à des positions très, très avantageuses, c'est-à-dire dans lesquelles ils peuvent réellement influencer la politique de ces pays, la politique financière, la médiatisation, etc. Et donc, au départ, c'était un chef du Mossad qui s'appelait Meir Amit. Et on peut trouver toutes ces informations dans le livre de Gordon Thomas. Gordon Thomas est un spécialiste des services secrets britanniques. Et il a écrit un livre sur le Mossad, un très bon livre. Et le sujet des Sayanim, en fait, il venait assez souvent dans son récit, dans son analyse, parce que c'est quand même un phénomène unique et extrêmement important. Donc en fait, à partir des années 50, le Mossad a commencé à recruter des Juifs en Allemagne, en France, aux États-Unis, et il leur demandait de travailler pour Israël, parce qu'il estime, il faisait vibrer une corde patriotique, et donc évidemment il n'allait pas les chercher n'importe où, il allait les chercher dans des organisations comme le Bnei Brit, c'est-à-dire la franc-maçonnerie juive internationale, comme dans des institutions juives, par exemple comme la WISO, c'est la Women International Zionist Organization, etc. Donc ce sont des organisations, il ne faut pas oublier quand même que le Bnei Brit, il est fort de 500 000 membres dans le monde. Il y a 500 000 membres dans le monde. Et c'est à partir de classes moyennes et jusqu'au-delà, c'est-à-dire ministres, etc., donc présidents de banques. Et donc ces gens-là dédient leur énergie, leur activité au soutien à Israël. Donc quand le Mossad va voir quelqu'un, il lui dit, écoute, tu travailles à la Banque mondiale, tu travailles au ministère des Affaires, au département d'État, tu travailles ici et là, il faut aider le Mossad. Et l'autre, bien sûr, il le fait avec grand plaisir. Et donc petit à petit, le Mossad a constitué un réseau de plusieurs dizaines de milliers de Sayanim.
Pourquoi je dis plusieurs dizaines de milliers? Parce que il y a un ancien agent du Mossad, un vrai agent du Mossad, qui s'appelle Victor Ostrovsky, et qui avait quitté le Mossad pour des raisons personnelles, et qui avait écrit un livre, j'ai oublié le titre, je pense que c'était un agent du Mossad, enfin en tout cas bon. Victor Ostrovsky, et d'ailleurs quand il a voulu écrire le livre, il avait reçu des menaces, il s'était réfugié au Canada, enfin bon. Et finalement, le livre est sorti, et il raconte l'histoire de, je ne sais pas si vous vous souvenez, de Mordechai Vanunu. Bien sûr qu'il y avait voilà. Celui qui a dévoilé les secrets de la centrale nucléaire israélienne. Oui. Et il s'était réfugié, enfin, il les avait donné à un journal britannique, Sunday quelque chose, enfin. Et ce journal l'a fait venir à Londres et l'a mis secrètement dans un hôtel. Bon. Et le Mossad le savait. Mais comment détecter cet hôtel? Parce que bon, les hôtels, il y en a des milliers. Mais il a fait marcher le réseau des Sayanim. C'est-à-dire, on avait quadrillé toute la ville de Londres avec tous ses hôtels. Et chaque Sayan devait appeler 10, 20, 30 hôtels en disant, voilà, je cherche un cousin, il lui est arrivé un malheur dans la famille, il est comme ci, comme ça, il faut absolument que je trouve, etc. Et ils ont fini par le localiser. Et c'est comme ça qu'ils l'ont fait tomber dans un piège en lui présentant une femme, une très jolie femme, qu'il avait emmenée à Rome. Et à Rome, il a été emmené en Italie. Les agents du Mossad l'attendaient. Et à l'époque, Victor Ostrovsky, il avait dit que dans la seule ville de Londres, dans les années 80, il y avait 3000 Sayanim. Dans la seule ville de Londres, il y avait 3000 Sayanim. Donc imaginez le nombre qu'il y a à New York, imaginez le nombre qu'il y a à Los Angeles, dans l'industrie du cinéma, de la télévision, des journaux, etc. À New York, dans les institutions financières. Et c'est pour ça, moi, disons, en faisant un parallèle, je me suis dit qu'en France, il doit y avoir entre 3000, 4000, 5000 à peu près. Donc, c'est énorme, le chiffre, quand on y pense. C'est un chiffre colossal, parce qu'il faut couvrir tous les secteurs de la société. Dans chaque média, il faut installer un ou deux ou trois. Dans les universités, par exemple. Victor Ostrovsky raconte l'anecdote suivante. Bon. Pour montrer la puissance de ce réseau, raconte l'anecdote suivante, c'est que quand la France a signé un contrat d'une centrale nucléaire avec l'Irak, ce pays avait envoyé un certain nombre de scientifiques pour se former à Saclay. Le Mossad le savait, mais comment connaître l'identité de ces gens pour pouvoir éventuellement faire quelque chose avec eux? Un service secret normal aurait eu besoin de plusieurs semaines, de tâtonnements, de filatures, etc. Et le Mossad a un Sayan qui a Saclay. Donc il l'appelle, il lui dit, tu nous apportes tes dossiers, on les photocopie, tu les ramènes. Et après, ils ont fini par assassiner le chef du projet nucléaire qui était venu incognito dans un hôtel parisien. Et donc, mettant même en cause, enfin en danger, les relations franco-irakiennes. Parce que bon, ce type-là était venu sous la protection des services secrets français. Il est venu incognito. Et le Mossad le savait. Et ils l'ont assassiné. Et donc, mais c'est ça la force, c'est que par exemple, vous avez, en général, on dit c'est la force du CRIF. Non, le CRIF ne peut pas tout. Parce que le CRIF est une petite organisation. Imaginez par exemple, à Paris 8, je ne sais pas, il y a des pro-palestiniens qui décident de faire une conférence. Ben, tout de suite, il y a les Sayanim sont là, qui sont peut-être dans l'administration de l'université, des professeurs. Ils rameutent les gens et ils disent « oui, c'est pas bien de faire une conférence ». Et tout de suite, il y a une réaction rapide et efficace. Bon, sans compter les médias, évidemment. Enfin, les Patrick Cohen, les Ruth de Krief, les Alexandre Adler, enfin bon, il faudrait, je sais pas, une heure pour les citer tous. Ou Bernard-Henri Lévy, enfin, qui dirige Arte, enfin, qui est président du conseil de surveillance d'Arte, enfin, qui a une influence considérable. C'est-à-dire, non seulement une influence directe, mais une influence indirecte dans la mesure où si un journaliste veut faire carrière, il n'a pas intérêt à dire des choses qui déplaisent au lobby. Voilà. S'il y a des humoristes, etc. Donc, ils exercent une terreur. Et donc, finalement, je vais donner un exemple concret actuel. Bon, depuis un mois, il y a des émeutes à Jérusalem. Terrible. Bon, les médias n'en parlent jamais. Non. Et pourtant, ce sont des émeutes au quotidien. Enfin, c'est des jeunes qui, parce que
Pourquoi? Parce que la colonisation israélienne et l'occupation, elle est en train de grignoter même les petits villages arabes, comme Silouane par exemple. Silouane, ils sont en train de prendre carrément des immeubles. Ils les achètent, mais enfin bon, imaginons les moyens de pression qu'il y a derrière, etc. Et les gens, et les Arabes qui habitent là, n'en peuvent plus, parce que pour eux, à chaque fois qu'il y a une avancée des sionistes, eux doivent reculer, et leur vie ils se mettent en danger. Et donc il y a vraiment des réactions très, très violentes, et on n'en parle presque pas dans les médias. Alors que si ça se déroulait en Ukraine, si c'était contre Poutine, enfin dans un pays où on aurait envoyé des envoyés spéciaux, etc. Voilà, donc les Sayanim en gros, c'est ça, c'est-à-dire un réseau d'influence, quoi, extrêmement puissant, quoi, qui est dans tous les domaines. Voilà. Pas seulement dans les médias, mais dans l'économie, imaginez les banques, imaginez les universités, imaginez le cinéma par exemple. Voilà. Donc si vous voulez, je peux prendre un exemple du cinéma. Oui, oui. Il y a un cinéaste israélien qui s'appelle Eyal Sivan. Il a fait un film avec un Palestinien qui s'appelle Route 181. Il y a presque 25 ans maintenant. Oui. Bon, ce type-là, il a une grande liberté. Il enseigne en Israël, dans une école de cinéma quand même. Bon. Et il n'a jamais pu tourner en France. Pourquoi? Parce qu'en France, pour tourner un film, il faut avoir des avances sur recettes. Tous les films se font avec une avance sur recettes, qui représente quasiment 90% du budget. Bon, tu présentes ton dossier. Qui était président du Centre national du cinéma dans les années 90 ou 2000? BHL. Donc évidemment, les projets qui pouvaient déplaire, ils étaient stoppés. Et donc, Eyal Sivan n'a jamais pu tourner depuis en France. Il est quasiment interdit de tournage. Dieudonné a eu le même problème en 2000. Il voulait faire un film sur l'esclavage. Sur l'esclavage, avec je précise des stars à l'époque, parce que je crois qu'il y avait Daniel Prévost, Gérard Depardieu, enfin tout un tas de grosses têtes du cinéma qui avaient accepté de participer au film. Donc il n'a jamais pu tourner. Bon, maintenant, BHL parti, il a quand même placé des gens au CNC, dont une certaine Audrey Azoulay. Alors Audrey Azoulay est une femme, c'est un personnage intéressant. Mais on a sa photo en plus. C'est un personnage intéressant. Pourquoi? D'abord parce que c'est la fille d'André Azoulay, le fameux banquier, et que moi j'ai traité publiquement de Sayan, parce que c'est le conseiller du roi. Oui, c'est le conseiller donc de Mohamed VI. De Mohamed VI depuis une vingtaine d'années. Personnage très connu au Maroc, très influent. Connu, très influent. Et en fait, c'est lui qui a quasiment ouvert, dès 86, il a ouvert la porte d'un pays arabe qui n'a pas signé une paix formelle avec Israël, qui a ouvert les portes d'un pays arabe à Israël, malgré la colonisation, malgré l'occupation, malgré l'absence de tout accord de paix. Il ne faut pas oublier qu'en 86, Rabin et Pérez ont été reçus ouvertement au Maroc par Hassan II. Et donc, il a permis, quand on me demande pourquoi c'est un Sayan, je dis qu'il a rempli une fonction très, très importante, en échange probablement parce que le Maroc bénéficie d'une bonne image sur la scène internationale et des prêts du FMI, etc. Donc, il n'est jamais en difficulté, le Maroc. Il n'est jamais en difficulté financière. Donc ça se paye. Ça se paye dans la mesure où le Maroc fait tout pour légitimer l'existence d'Israël. Malgré l'occupation, malgré la colonisation, malgré tout, Israël ne fait aucune concession et le Maroc lui a ouvert les bras. Oui. Grâce à André Azoulay. André Azoulay a joué un rôle très important dans ce domaine. Et sa fille était vice-présidente du CNC. Donc qui probablement a dû poursuivre. Il y en a probablement d'autres. De toute façon, le milieu du cinéma est truffé de judéo-sionistes. Enfin, je veux dire, regardez les producteurs, les metteurs en scène intouchables, par exemple. Ce sont deux juifs d'Afrique du Nord. Donc il est probable que, bon, si on les sollicite un jour, ou peut-être qu'ils rendent des services, je ne sais pas. En tout cas, ce sont des gens qui ont un sentiment identitaire très fort. Très fort, oui. Et donc, cette Audrey Azoulay, elle a fini, enfin il y a 2-3 mois, elle a été nommée conseillère culturelle à l'Élysée.
conseillère à la culture à l'Élysée, chargée de mission, et c'est elle qui a accompagné François Hollande pour voir la pièce de théâtre de BHL, qui était un four entre parenthèses. Oui. Donc voilà le travail voilà quelques exemples, quelques illustrations de ce travail en profondeur des Sayanim pour faire en sorte que Israël soit protégé, qu'on n'en dise pas trop de mal, et que les critiques d'Israël soient diabolisées ou interdites, enfin, tout faire pour qu'il n'ait pas droit à la parole. Ouais, voilà. Parce que c'est ça, ils ont un espèce un peu de pouvoir occulte, quoi. Et un réseau d'influence, donc dans le cinéma, dans la finance, la banque, les médias, qui regroupe des gens, j'ai envie de dire, alors c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il y a des gens qui sont très médiatisés, oui. Et d'autres par contre sont tout à fait, oui. Vraiment dans l'ombre, mais qui ont un rôle très important dans l'ombre. Tout à fait, oui. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, ce sont des... Pourquoi ils passent inaperçus? Parce que ce sont des Français d'abord, ce sont des citoyens français, et donc ce sont des citoyens qui passent inaperçus dans le sens où s'ils prennent des positions, on ne va pas se dire pourquoi il prend telle position, pourquoi tel directeur d'université interdit une conférence. Mais il interdit parce qu'il pense que c'est pas bien pour l'ordre public, c'est tout. Mais en tant que citoyen français, personne ne va chercher ce qu'il y a derrière. Or, derrière ces citoyens, il y a des militants sionistes et qui mettent leurs valeurs sionistes au-dessus de tout. Je prendrai l'exemple des francs-maçons. En 2002, moi j'étais franc-maçon, comme beaucoup de gens le savent, de 90 à 2007. Bon, en 2002, il y a des francs-maçons juifs qui sont venus me voir, parce qu'ils ont vu Jacob Cohen, donc évidemment j'allais montrer une sympathie pour leur cause, et ils m'ont dit on va créer une loge, c'est-à-dire en fait voilà comment ça se passe, une obédience comme le Grand Orient de France à mettons 3000 loges à peu près. Bon, donc, et ils vont créer une loge qui s'appelle l'Étoile de la Paix. Vous remarquerez que les sionistes utilisent toujours des termes de paix, ils sont toujours pour la paix, toujours, enfin je veux dire, voilà. Tout ce qu'ils font c'est pour la paix. D'ailleurs, cette loge a été créée officiellement pour permettre le dialogue entre les peuples, entre la culture, se connaître, instaurer un climat de confiance. Ça, c'est officiel. Mais quand ils sont venus me voir, ils m'ont dit on va créer une loge juif et sioniste pour promouvoir Israël. Parce qu'à l'époque, c'était la seconde intifada en 2002, et Israël était en difficulté. Et donc, c'est ça le travail des Sayanim, c'est que tous les secteurs doivent être occupés, même celui des francs-maçons, on ne sait jamais, c'est toujours ça de prix. Et donc ils ont monté cette loge, et à laquelle j'ai participé en tant que visiteur. Je ne m'étais pas inscrit, mais je pouvais aller en tant que visiteur. À l'époque, je n'étais pas connu, ils ne connaissaient pas mes idées, donc ils me recevaient normalement, et donc j'ai pu voir comment ça fonctionnait. Et j'ai raconté pas mal ces activités dans le livre, dans le roman Le Printemps des Sayanim. Entre autres, par exemple, celui qui était à l'époque premier surveillant, c'est un peu l'équivalent de Premier ministre, qui va devenir président de la loge. D'accord. Il s'appelle Gilles Taïeb. Voilà. Ah, le fameux Gilles Taïeb. Lui aussi, on a sa photo. Ouais. Quelqu'un de très important. Alors, lui, on le voit intervenir souvent, ce monsieur Taïeb, sans savoir qui il est vraiment. Oui, en fait, je crois que c'est... il a une profession libérale. Okay. Alors, où il est dentiste, ou il est opticien. Je suis désolé, je n'arrive pas à me rappeler, à me souvenir exactement. Mais il intervient énormément, il fait tous les mois un voyage en Israël, il intervient souvent dans les médias, juifs, en France. Et c'est un des responsables de cette loge sioniste au sein du Grand Orient. Et donc, notamment, par exemple, cette loge, elle envoie 150, enfin à l'époque déjà, elle faisait un voyage d'information, entre guillemets, en Israël, où elle envoyait quand même 150 personnes. Donc, encadrés par des gens du ministère des Affaires étrangères israélien, ils savent y faire. Pour la propagande, on peut leur faire confiance, ils les emmènent à Ramallah, enfin, etc. Mais moi, j'ai rencontré quelqu'un qui est revenu, il m'a dit, il justifiait tout, même le mur de séparation. Ils savent vraiment y faire. Et donc, voilà. Ils sont là en train d'infiltrer même, par exemple, et en principe, pour un franc-maçon,
une telle loge, elle est contre les valeurs de la maçonnerie. Parce que les valeurs de la franc-maçonnerie, surtout quand on est maître d'un certain niveau, c'est de ne pas faire de la ségrégation ethnique ou religieuse ou raciale, enfin raciale non. Et donc, mais eux, pour eux, ce n'est même plus leur patrie, c'est même pas la France. Leur patrie de cœur, leur patrie spirituelle, c'est Israël. Et donc, à partir du moment où le sionisme est en jeu, ils sont prêts à tout. Voilà. Même à violer les principes maçonniques les plus fondamentaux. Voilà. Pour eux, c'est Israël le plus important. Et donc, cette loge fonctionne depuis 2002. Bon, chaque année, ils font des conférences, ce qu'on appelle des planches, enfin des conférences. Et voilà, et elles fonctionnent toujours selon le principe. Ils ont recruté, il y avait un arabe dans la loge, mais qui était sioniste, donc... un arabe sioniste, va bien. Ça existe. Oui, ça existe, ouais. Ça existe. D'ailleurs, Chalgoumi ne l'est pas, mais enfin, il l'est presque. Oui, bah oui. Voilà. On me dit, les Azoulay et Ben Soussan, producteurs du club de Routé, c'était peut-être... non, ça vous dit quelque chose? C'était peut-être les gens... Les Sayaznim d'aujourd'hui sont Google et Facebook. Oui et non. C'est-à-dire qu'en fait, il est certain que Facebook, Zuckerberg, il est choyé par les dirigeants israéliens. Bon, il faut imaginer Zuckerberg... Enfin, moi je ne peux pas me prononcer, mais il est certain que c'est quelqu'un d'abord qui se dit juif, c'est-à-dire qui affirme son identité juive. Bon. Et il est dans le secteur, il est en Californie, où pratiquement il y a peut-être, je ne sais pas moi, 6 ou 7 000 Sayanim, où le réseau des Sayanim contrôle pratiquement toute l'industrie du cinéma, des médias, des télévisions. Et je vois mal quelqu'un comme lui qui ne rendrait pas des services, par exemple. Enfin, voilà, il n'hésite pas à s'afficher avec Pérez, avec des dirigeants israéliens. Donc, je présume que... Il pourrait leur rendre des services. Il pourrait leur rendre des services. Il dirait pas non. Et puis surtout, les Américains, ils sont très israélophiles. C'est incroyable. D'ailleurs, quand il y a eu la dernière guerre à Gaza, la dernière agression, il y a eu 300 personnes à peu près du monde du cinéma, metteurs en scène, acteurs, etc., qui ont signé une déclaration en faveur d'Israël. C'est-à-dire qu'Israël a le droit de se défendre, etc. On imagine mal, même avec la présence des Sayanim, quelque chose comme ça en France, c'est quasiment inimaginable. C'est inimaginable. Oui, c'est vrai. Ouais. Je veux dire, voilà, on a beau être avec Israël, enfin... J'ai vu passer, ce truc-là signé par tous les réalisateurs. Je pense que les Sayanim n'oseront pas pousser jusque-là. Par contre, les Américains, ils l'ont fait. Et comment il s'appelle ce fameux couple d'origine espagnole, Cruz et son mari, qui ont signé un papier contre Israël, il y a plusieurs appels pour les boycotter, c'est-à-dire pour les empêcher d'avoir des contrats, etc. Donc c'est vraiment un milieu qui est... on n'imagine pas à quel point ils sont sionistes, ou ils sont philo-sionistes, ou philo-sémites, etc. Les Américains dépassent quasiment tout le reste. Enfin. Parce qu'il y a eu le fameux livre aussi des deux professeurs de Harvard, de Paul Walt et Marshmeyer, qui ont eux dit qu'il y avait une influence, que tout le Congrès américain était sous l'influence sioniste. Il y a une tendance, la tendance est en train de s'inverser, c'est vrai. Et elle finira, d'ailleurs, elle gagne du terrain, cette tendance. Ouais. Pourquoi? Parce que de toutes les façons, l'image d'Israël, d'année en année, elle prend un coup. C'est-à-dire, c'est vraiment le pays agresseur, le pays occupant, etc. Et donc, la nouvelle génération, elle est de moins en moins influençable, de moins en moins sensible à la propagande sioniste. Est-ce que aussi c'est pas l'influence d'Internet qui a amené beaucoup? Aussi, bien sûr. Parce qu'avant, j'ai l'impression que dans les années 80, parce que je me rappelle,
il n'y avait pas beaucoup d'images d'en face finalement. On était très formaté par l'idée qu'on nous disait Israël est agressé, etc. Oui. Et puis après l'arrivée d'Internet, ça a beaucoup aidé. Ça a beaucoup aidé, oui. Ouais, parce qu'on voyait pas avant surtout dans les années 80, 90, et le conflit, pourtant il était là déjà, très présent, mais il fallait vraiment être presque un spécialiste pour pouvoir avoir des infos, alors qu'aujourd'hui, bon... C'est vrai que comme les médias ne montraient pas ces photos, par exemple, pendant la première intifada, il y avait des images terribles, des images où Rabin, l'homme de paix, entre guillemets, il demandait à ses soldats de briser, au sens propre, les os des gamins qui jetaient des pierres. Il y a des vidéos insoutenables. Avec des grosses pierres, on leur brisait les os. Enfin, je veux dire, c'est insupportable. Et donc, mais évidemment, surtout à l'époque, encore, l'image d'Israël était sauvegardée. C'est-à-dire l'image du petit pays qui veut la paix, qui veut vivre en paix, entouré d'ennemis. Mais bon, malgré tout, malgré la présence des Sayanim, malgré la propagande, c'est une image qui, petit à petit, se dégrade. Et donc, dans l'histoire, je veux dire, l'histoire va dans un sens, et dans ce sens-là, c'est-à-dire d'une délégitimation de plus en plus grande d'Israël. Même si les Américains, la présence des Sayanim, fait en sorte qu'on résiste à cette dégradation, mais on y va quand même. Je veux dire, dans les universités, aujourd'hui, moi je vois des vidéos où vraiment la majorité, enfin une bonne partie des étudiants américains est anti-israélienne. Oui, voilà, il y a un sentiment qui est en train de monter, même aux États-Unis. Bien sûr. Parce qu'en France, bon, on a l'impression qu'on veut faire passer les Français pour des antisémites absolus sur la... Enfin, ce que disent certains dirigeants israéliens, j'ai vu Ariel Sharon qui appelait les Juifs de France à quitter la France. Mais vous savez, l'antisémitisme, c'est une arme qui est sortie, qu'on utilise depuis les années 70. Oui. Moi, je me souviens du livre d'Israël Shahak, quand il avait écrit un livre qui s'appelle en 1975, le racisme d'Israël, quelque chose comme ça. En tout cas, il y avait le racisme de l'État israélien. Et il citait l'exemple d'un journal britannique qui parlait de l'occupation. À l'époque, il faut savoir une chose, c'est que dans les années 70, mais moi je me souviens encore de comment on parlait de l'occupation israélienne. On disait mais c'est pas du tout une occupation comme en Allemagne, comme l'allemande, etc. C'est vraiment une occupation en douceur, il ne se passe rien. Effectivement, les Palestiniens étaient tellement tétanisés que moi j'avais un beau-frère qui à l'époque qui travaillait dans les renseignements, il m'a dit Ramallah, on la protège avec 2 jeeps, une au nord, une au sud, et puis c'est tout. Et c'est vrai, c'est-à-dire que les Israéliens allaient dans les marchés le samedi, les marchés palestiniens, ils allaient à Gaza, ils allaient dans les marchés acheter les produits, ils allaient dans les restaurants de poissons, etc. Et donc, pour les observateurs, c'était pas vraiment une vraie occupation. C'est-à-dire, c'est pas l'occupation avec des tanks, la surveillance, c'était une occupation bonhomme. Voilà. Et donc, pendant 10-15 ans, on a poursuivi cette utopie que finalement, c'était presque des coopérants. L'occupation était douce. C'était presque des coopérants, quoi, à la limite. Et donc l'image, il a fallu la première intifada pour réellement commencer à changer l'image. Et donc, il y a quand même ce journal britannique qui a parlé d'occupation, et tout de suite, on lui a lancé l'insulte d'antisémite. Ah, d'accord. Donc c'était déjà, c'est une arme extraordinaire pour les Israéliens. D'ailleurs, moi, je me souviens d'une éditorialiste d'Europe 1, Irène Frein, je crois, mais je ne suis pas sûr, et qui avait dit quelque chose sur les enfants palestiniens, mais il y a plusieurs années, il y a peut-être 10-15 ans, je sais pas. Et on a lancé une campagne contre elle, antisémite et tout. Elle a dit, je ne veux plus parler de ça. Ils l'ont terrorisé. Parce que faire passer quelqu'un pour antisémite en France, c'est atroce. Et c'est là que les Sayanim, ils ont un rôle très important, parce qu'on voit très bien ce genre de cabale. Voilà, quand il y a quelqu'un qui fait une déclaration et d'un coup, et comme ils sont partout, les Sayanim, ça veut dire qu'ils sont dans tous les organes de presse, ils sont dans la politique, dans l'économie, etc. On a l'impression que vraiment, lorsqu'une accusation d'antisémite est lancée, comme elle vient de toutes parts, on se dit, mon Dieu, il doit y avoir quelque chose, c'est pas possible. Voilà, c'est ça, exactement. Et en fait, et c'est ça le truc, c'est que
parfois, les Sayanim peuvent travailler individuellement, mais parfois ils reçoivent une instruction de monter au créneau tous, d'un coup. Et là, ça donne une impression que, ah oui, ça donne une impression qu'il y a un consensus. Un peu comme, général. J'ai envie de dire, dernièrement, avec les affaires de la Quenelle et de Valls, oui. où on se souvient même d'un lapsus de Arnaud Klarsfeld dans une émission télé où il parle de consignes venues 10, et puis il se rattrape. Donc là, on sent que ça a été donc au plus haut niveau, quoi. Mais l'affaire de la Quenelle, elle est extraordinaire. Moi, j'ai assisté à ça, et personnellement, je connais leur pouvoir, mais je ne pensais pas qu'ils réussiraient à ce point-là. Ils ont transformé un geste banal que tout le monde faisait, enfin que des tas de gens faisaient. Ça a dérangé personne, oui. Et au début, ils ont dit, oui, c'est pas bien parce qu'ils le font devant un mémorial, donc, ou une synagogue, donc c'est de la provocation. Mais après, c'est pour toute quenelle. C'est-à-dire, même si on la faisait dans la rue, ça devenait, et ce qui est extraordinaire, c'est que c'est quand même il y a une punition de type pénal. Par exemple, quand on paye une amende, Anelka a payé une amende. Oui. Anelka a été suspendu. Oui. Donc, ce sont des où on renvoie quelqu'un, comme par exemple, gens ils se sont fait renvoyer. un prof à Dijon. Bon. Donc, ce sont des sanctions d'ordre pénal. Or, quand il y a des sanctions d'ordre pénal, il faut que le délit soit constitué, soit défini par la loi. On ne peut pas... vous savez, en droit pénal, il faut que le délit soit constitué de manière très précise. Parce qu'on ne peut pas généraliser, on ne peut pas laisser dans le vague. Et au contraire, l'interprétation est restrictive et pas rétroactive. Or, dans la quenelle, l'affaire de la quenelle, c'est rétroactif. Et c'est un geste qui n'est pas défini. On ne sait pas ce que c'est. On ne sait pas ce que c'est, oui. La loi ne l'a pas défini, mais on peut être condamné pour quelque chose dont on ne sait pas, dont on ne connaît pas ni la nature, ni la gravité, ni la signification. Pour moi, c'est une réalisation extraordinaire des Sayanim. Pour moi, c'est à la limite défendre Israël, etc. Bon, mais là, un geste anodin est devenu quasiment en un mois. Et même avec des prolongements en Suisse et en Angleterre, pour moi, c'est la preuve d'une puissance extraordinaire, d'une domination fabuleuse, et qui ont réussi à imposer en un laps de temps très court, et à la rendre, comment dire, aujourd'hui, on dit de quelqu'un, il a fait ce geste controversé, ou ce geste, comment dire, ambigu, etc. Oui, tout à fait. Et ils ont... Alors, ça n'a pas pris beaucoup de temps, c'est vrai, ça a à peine un mois. En un mois. On a vu une déferlante, tout le monde monter au créneau, mais vraiment tout le monde. Non, ça... Et moi, je suis sûr, là, c'est une instruction qui est venue du Mossad, mais à tous les Sayanim, dans tous les secteurs, la politique, l'économie, etc., les médias, pour faire en sorte que la quenelle soit diabolisée. Et ils ont réussi de façon extraordinaire. Moi, je voulais dire aussi que aujourd'hui, les Sayanim sont au fait de leur puissance, comme Israël d'ailleurs. Et Israël aujourd'hui doit se sentir, les dirigeants israéliens doivent se sentir les maîtres du monde. Ils font la loi. Ils font la loi, c'est-à-dire ils font ce qu'ils veulent. Et depuis... Je ne parle même pas depuis 1948, mais depuis 1967, ils occupent, ils annexent. Quand on voit ce qu'on fait de la Russie pour la Crimée, alors qu'Israël annexe tranquillement Jérusalem, installe 200 000 colons. 200 000 colons. Imaginez le nombre de Palestiniens qu'il a fallu chasser pour installer 200 000 colons. Je parle uniquement de Jérusalem, pas de la Cisjordanie où il y a 400 000 colons encore. Et en toute impunité. Les seules choses, c'est quelques mots. De temps en temps, Obama, Hollande dit c'est pas bien, c'est contraire, c'est machin. En plus, on parle très peu d'occupation ou d'annexion, on parle d'implantation. Voilà, oui. Le terme est bien choisi aussi. Et finalement, Israël, comme se sent aujourd'hui, mais ça, c'est probablement un signe des temps aussi. C'est que lorsqu'on est au sommet,
c'est la descente qui attend. Et les Sayanim suivent cette courbe. Aujourd'hui, ils doivent être d'une arrogance extraordinaire. C'est-à-dire, ils dominent outrageusement. Ils dominent tout. Le cinéma, la chanson, la télévision, etc. Et ils imposent la loi. Voilà. Ils imposent la condamnation de la quenelle, ils imposent la diabolisation de Sora, de Dieudonné. Ils ont réussi à faire interdire Dieudonné en Angleterre, d'ailleurs. On a vu qu'il était interdit de séjour. Ce qui était surréaliste, parce qu'il ne s'est jamais produit là-bas, rien. Il est interdit de séjour. Et donc, et c'est vrai qu'ils doivent se sentir, comment dire, les maîtres du pays, les maîtres du monde. Je trouve que ça doit être une sensation fabuleuse. Oui, parce qu'on a vu, alors, sans compter effectivement le fameux dîner du CRIF, où tous les... On va dire que tout le gratin politique français défile. On avait vu François Hollande venir se coucher dans son discours, hein, littéralement, on peut dire ça. Ça, c'est un moment aussi qui, alors avant, qui était bien vu, mais maintenant qui commence à être... On se dit, mais qu'est-ce que c'est que ce dîner du CRIF, quoi? C'est-à-dire, c'est quoi? C'est le moment d'asservissement, d'adoubement? Ça sert à quoi, en fait? Comment dire? C'est montrer, à la limite, c'est presque contre-productif, dans un sens. Parce que moi, quand je suis d'assez près les médias juifs, et il y a certains qui sont quand même pas gênés dans le sens où c'est pas bien de le faire. Mais ils se rendent compte que c'est contre-productif parce que les gens sont de moins en moins dupes. Et il y a cette idée qui est en train de s'installer, comme quoi le lobby juif, moi je préfère le terme lobby judéo-sioniste, qui fait la loi en France, qui peut tout faire, et que donc finalement, à la longue, ça peut être contre-productif. En tout cas, moi j'entends certains intellectuels juifs qui sont mal à l'aise avec cette histoire du dîner du CRIF, voilà, par exemple. Et donc, ou bien l'exploitation à outrance de la Shoah. Oui. Mais en général, ces voix-là ne seront pas entendues. Parce que quand on est trop, comme Israël par exemple, il y a aussi des voix à l'intérieur d'Israël pour dire, bon, c'est trop, etc. On va finir par payer tout ça. Quand on est trop puissant, on n'entend pas ce genre de voix. Parce qu'on domine. Oui. On a le monde... Enfin, je veux dire, le président du CRIF, il a la France à ses pieds. Oui, c'est ça, ouais. Et donc, pourquoi il va faire des concessions? Et au contraire, avant, le président de la République n'allait pas au dîner du CRIF. Il a envoyé son Premier ministre. Et depuis Sarkozy. Depuis Sarkozy, oui. Mais ça, je pense que c'est à la demande du CRIF aussi. C'est-à-dire, il veut tout. Et il montre que, voilà, c'est-à-dire, par exemple, enfin, il laisse, dans la mesure où il ne laisse rien passer. Je prends un exemple. Sébastien Toen, qui est un humoriste de Canal+. Oui, oui. Enfin, le pauvre, je dis le pauvre parce que moi j'ai pas mal d'estime pour lui. De action discrète. Voilà. Bon, en ce moment, il fait, depuis quelque temps, il fait une espèce, il intervient dans le Grand Journal. Oui. Une fois par semaine, je crois, en tout cas, où il fait un petit truc rigolo. Et il a osé un truc sur Elie Semoun. Bon. Où il a glissé le terme sur le soutien à Israël. Enfin, oui, voilà, oui. C'était léger, hein, j'ai entendu. Voilà, pas méchant, vraiment, pas méchant. Et justement, mais c'est ça où on voit que les judéo-sionistes sont aux aguets et ne veulent rien laisser passer. Ils veulent tout. Ils veulent tout. Ils veulent la soumission totale. Très bien. Et donc, ils ont mis Sébastien Toen. Certes, il n'a pas dit des choses antisémites, mais c'est pas loin. Enfin, ça pouvait être interprété. Il a dû venir s'excuser à Radio Judaïka. Hein, ah, oui, non, mais. Bon, et Sébastien Toen a tout de suite compris le danger, parce que tu colles à quelqu'un l'étiquette de crypto-antisémite, même pas vraiment antisémite, et une semaine après, il a perdu son job. Qu'est-ce qu'il peut faire, Sébastien Toen? Aller à l'usine, parce qu'il ne sait rien faire d'autre. C'est quelqu'un qui a du talent pour passer à la télévision, etc. Et donc,
Et c'est surtout sa manière de s'excuser qui est atroce. Ah, c'est terrible. Moi, l'interview, ça me fait de la peine quand je l'entends. Mais il pleurait. Ah oui, c'est ça. Il s'est déculotté. Il a perdu tout amour-propre, toute dignité, ce type. Je pense qu'on lui aurait dit aller laver le mur des lamentations. À genoux, il serait allé laver le mur des lamentations. Oui, parce qu'il y a une journaliste en face de lui qui est un peu, qui se pose comme une espèce de juge en disant oui, bah, allez, voilà. Soumettez-vous, c'est pas bien, et oui, je suis désolé. Ah oui, non, mais il est passé pratiquement, moi je l'ai vu dans 3 ou 4 émissions, RCJ, France Israël. D'accord. Il est passé dans plusieurs médias juifs, en fait. D'ailleurs, là, on lui dit, viens t'excuser, viens ici. Oh là là là. Non, parce que c'est vraiment ça, c'est viens ici. Ah oui, viens ici. Ah, oui. Mais c'est terrible. Et celui qui refuse ça, oui. Alors là, c'est... Ah oui, non, mais bien sûr. Le seul qui a refusé... Pour le moment, c'est Dieudonné. C'est Dieudonné. D'accord. Voilà. Ouais. Dieudonné, comme je l'ai dit dans une interview récente, il y a quelques jours, il aurait pu avoir tout. Tout. Il était déjà acteur. En 2000, il avait joué dans des films. Ouais, ouais. Il aurait pu poursuivre une carrière de chanteur, d'acteur, de metteur en scène. Il aurait pu connaître la gloire, l'argent. Il aurait même pu être invité dans la villa de BHL. Enfin, si vraiment, s'il s'était excusé, voilà. À la rigueur, on peut faire une erreur. Bon, il a fait une erreur avec le sketch. Bon, on lui a fait comprendre comment. Il avait regardé Le pouvoir des Sayanim. C'est fabuleux. Le sketch est passé vendredi ou samedi. Le mercredi suivant, il avait l'Olympia, il a été annulé. Il a été annulé. Mais quelle puissance! Oui, quelle puissance! Mais c'est fantastique. Mais dans quel pays on vit? Ça veut dire que c'est un pays qui est entre leurs mains. On donne un coup de fil, quelques coups de fil, on dit il y a des intérêts en jeu. Il y a des contrats qui ont été signés, il y a des billets qui ont été vendus. On n'en a rien à fiche. On arrête. Et c'est un signal qui est envoyé à Dieudonné. Voilà, c'est-à-dire, voilà, tu vois ce qui t'attend, mais tu n'es pas trop tard, tu peux toujours venir. Oui, parce qu'au début, il y avait beaucoup de m'attendus pour qu'ils viennent s'excuser. Eh bien, il ne l'a pas fait. Il l'a pas fait. Et puis, mais ça demande un courage extraordinaire. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il est diabolisé autant, parce que, je veux dire, même le nom, dès qu'on prononce son nom, on dirait qu'on prononce le nom du diable. Là, je veux dire, à la limite, je crois que si les judéo-sionistes faisaient le signe de la croix pour chasser le diable, je crois, les catholiques, si c'était des catholiques, ils auraient fait le signe de la croix en prononçant le nom de Dieudonné. Oui, parce que c'est vrai que Dieudonné, et on a bien vu, donc après son sketch chez Fogiel, il y a eu, parce que finalement, c'est la presse qui emballe l'affaire, comme d'habitude. Oui. Le scandale ne venait pas des gens, personne n'a été choqué. Encore une fois, c'est une minorité de gens, justement, qui d'un coup vous mettent ça sur la table, mais c'est pas un sujet qui avait été porté ni par les réseaux sociaux, par personne. C'est eux qui c'est eux qui font le sujet. Ce sujet, sinon, il n'existe pas, en fait. C'est quoi le problème? Le problème, c'est que il ne faut pas qu'en France, quelqu'un se moque d'Israël, du sionisme ou des Juifs. Voilà. Vous voulez vous moquer des Arabes? Et pas de souci. Des musulmans, des catholiques, de Jésus, de Mahomet, ce que vous voulez. Là, c'est la liberté. D'ailleurs, on est en liberté d'expression en France. Sarkozy a dit « Je préfère l'excès de liberté à la censure ». Donc, l'excès, surtout. Vous savez, j'ai parlé de... On reviendra à Rosenfeld, mais j'ouvre une parenthèse sur lui, ce type. Vous savez que Canteloup, il y a 2 mois, à peu près, ou 3 mois, il avait fait un petit truc sur les Noirs. Oui, bon, oui. Je ne sais pas ce que c'était, je n'ai pas suivi. Mais ce que j'ai suivi, moi, c'est que le CRAN a demandé des excuses. Et il y avait des Juifs dans ce fameux Rosenfeld et le président de la LICRA qui sont montés au créneau pour dire « Ah ben non, le rire justement, c'est de faire mal ».